J'étais là, debout au bout de la longue table, là où mon père m'avait toujours relégué. Pas près de l'invité d'honneur, non, le plus loin possible, comme si ma présence risquait de troubler l'harmonie parfaite qu'il s'efforçait de créer. Les bougies vacillaient sur le cristal, projetant des ombres dansantes sur les visages figés des 20 convives. Le vent, un millésime précieux de notre domaine, brillait dans les verres, mais personne n'y touchait. Un silence lourd était tombé sur le château de Valois, comme une dalle de pierre, juste après mes mots. Ceux qui avaient déchiré le voile, exposant la vérité qu'il avait si soigneusement bâtie. Mon père, Julien, était blême. Son sourire habituel, un mélange d'onction et d'autosatisfaction, s'était effondré, puis avait tenté de se reconstruire, en vain. Ses yeux verts pâles, habituellement pétillants d'assurance, étaient emplis d'une confusion qu'il ne parvenait pas à masquer. Sophie, ma sœur, la radieuse Sophie aux boucles d'or et à la robe couleur rose qui attirait tous les regards, était devenue livide. Ses yeux noisettes étaient ronds, fixes sur notre père. On aurait dit qu'elle le voyait vraiment pour la première fois. Et moi, le feu avait cessé de me dévorer. Il ne restait plus qu'une douleur sourde, un vide creux quelque part entre mes côtes. Comment en étions-nous arrivés là? C'est une histoire compliquée, et je ne suis pas sûr de me souvenir de tous les détails dans le bon ordre. Le cerveau a une façon étrange de réarranger les souvenirs, surtout ceux qui font mal, ou ceux qui bouleversent tout. Il y a quelques semaines, peut-être 3, ou était-ce 4? Non, je crois bien que c'était 3, notre père avait arrangé cette visite. Celle du roi Pierre de Beaumont, le souverain de tout l'Ouest, celui dont les armées avaient mis fin aux guerres frontalières en une seule saison. Il était venu au château de Valois pour ce qui était présenté comme un sommet diplomatique. Une formalité, je suppose. Un roi ne se déplace pas pour rien. Mon père avait échangé des lettres, des faveurs, des promesses qu'il n'avait pas le droit de faire. Il l'avait dit et répété à Sophie, lui expliquant que c'était son grand moment, que l'alliance avec Pierre était cruciale et que c'était elle qui serait son épouse. Sophie était née pour cela. Elle était belle, gracieuse, et savait exactement quoi dire, et surtout, quand rire. Un rire clair comme une clochette, qui portait loin et noyait les conversations embarrassantes. Moi, j'étais l'autre, celle que mon père présentait d'un vague mouvement de main, s'il se souvenait de me présenter du tout. Marie, l'invisible, l'érudite. C'est vrai, les hommes ne remarquaient pas les érudites, encore moins celles qui passaient leur temps cachées derrière une tapisserie, lisant des traités poussiéreux. Le grand hall du château de Valois n'était pas fait pour la lecture. Il était conçu pour le spectacle. Des chandeliers en fer pendaient d'un plafond voûté noirci par des siècles de fumée de cheminée. Les longues tables en chêne craquaient sous le poids des mets et des nobles de 3 territoires. La musique des ménestrels flottait et les rires, des rires forcés, trop forts, résonnaient contre les murs de pierre ornés de nos bannières. Des cerfs dorés sur champs cramoisis. Tout le monde était là pour être vu, pour jouer un rôle. J'avais trouvé refuge près d'une fenêtre, dissimulée, ou du moins c'est ce que je pensais, par une immense tapisserie. Ce n'était pas vraiment se cacher. Disons que c'était une méthode éprouvée pour survivre aux soirées de mon père. Faire acte de présence juste assez longtemps pour être remarqué, puis disparaître dans les marges. Sophie avait la lumière, et c'est ce qu'elle voulait. Ses boucles d'or parfaitement épinglées, sa robe décolletée attirant tous les regards, son rire. Ah, son rire. Je tournais une page. Mon livre était un traité sur les disputes frontalières de la région Nord. Un texte dense, aride. J'aimais ça. J'aimais tout ce qui ne me demandait rien d'autre que mon attention. Les livres se fichaient que ma robe soit simple, d'une couleur prune foncée, en laine avec de longues manches, sans le moindre ornement. Pratique, invisible. Exactement ce que je voulais. Les livres ne voyaient pas que mes cheveux roux étaient noués en un chignon bas, au lieu d'être coiffés en boucles tombantes à la mode.
Les livres ne me transperçaient pas du regard. Puis une ombre est tombée sur la page. J'ai levé les yeux, m'attendant à un serviteur, ou pire, à mon père venant me gronder de ma disparition. Au lieu de cela, j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il se tenait à quelques pas, une épaule appuyée contre le mur, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Il était grand, pas juste grand, mais bâti avec ce genre de puissance large et délibérée, comme si son corps était une arme qu'il avait raffinée pendant des années. Ses cheveux bruns cendrés foncés étaient courts sur les côtés, plus longs sur le dessus, repoussés en arrière, révélant un visage aux angles nets et à l'intensité retenue. Une mâchoire forte, des pommettes saillantes. Il portait une tunique grise anthracite, sans broderie, sans blason de maison, sans aucun ornement, et les manches étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras noueux de muscles et marqués de cicatrices anciennes, estompées. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté, d'un brun fauve profond et chaud, comme du miel sous la lumière d'une lampe, cerclés d'un bord plus sombre qui leur donnait une profondeur étonnante. Ils étaient fixés sur moi avec une attention si concentrée, si totale, que j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. « C'est la 3e édition d'Aldwick », a-t-il dit. Sa voix était basse, un peu rauque, comme de la pierre polie par l'eau, mais pas tout à fait lisse. Celle avec les cartes corrigées. J'ai cligné des yeux. D'après mon expérience, les hommes aux fesses de mon père ne commentaient pas les textes académiques. Ils commentaient les robes, le vin et la valeur stratégique des mariages territoriaux. « Vous le connaissez ?» J'ai demandé, un peu surprise. Je l'ai lu. Il a incliné la tête et quelque chose a changé dans ses yeux fauves. Son argument concernant l'accord de l'épine est toutefois bancal. Il suppose que les deux territoires avaient un pouvoir de négociation égal, alors que ce n'était pas le cas, car le territoire nord contrôlait le passage du fleuve. Ai-je lâché avant de pouvoir me retenir? Exactement. Le mot a atterri entre nous comme une pièce de monnaie tombée. Simple, définitif. Et d'une certaine manière, dans la façon dont son regard s'est aiguisé avec cette reconnaissance, j'ai eu l'impression qu'il venait de me donner quelque chose de précieux. J'ai fermé le livre sur mon doigt. La plupart des gens, à ces événements, ne lisent pas de traités sur les conflits frontaliers. La plupart des gens, à ces événements, ne lisent rien. Son sourire esquissé n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. Vous êtes la fille du comte Julien. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête quand même. Celle dont il ne parle pas. Ça a atterri plus durement, non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai, prononcé avec une objectivité qui arrachait le voile de politesse que j'enveloppais habituellement autour de ma famille. J'ai gardé mon expression neutre. J'avais des années de pratique. Il a une fille préférée pour les occasions publiques, ai-je dit d'une voix égale. Je suis celle qui gère les comptes du château et qui lit les traités qu'il signe sans les comprendre. Quelque chose a traversé son visage, rapide et indéchiffrable. Et personne ne sait ça. Personne ne s'en soucie. Il m'a étudié pendant un long moment. Je suis devenue soudainement, douloureusement consciente de ma robe simple, de cette tache d'encre sur mon pouce droit, du fait que j'étais assise près d'une fenêtre derrière une tapisserie lors de l'événement politique le plus important de l'année de mon père, en train de lire. J'attendais le renvoi. L'excuse polie pour retourner vers la foule scintillante et trouver quelqu'un de plus intéressant. Il s'est assis à côté de moi sur le large rebord de pierre, assez près pour que je puisse sentir le cèdre et quelque chose de plus sombre, le cuir et la fumée, et sentir la chaleur rayonner de son corps comme un feu couvant. Il s'est installé là comme s'il était à sa place et a dit « Racontez-moi ce que votre père ne sait pas d'autre. » Quelque chose s'est passé dans ma poitrine. Un battement, un frisson, une sensation que je ne reconnaissais pas et à laquelle je ne faisais pas confiance. Parce que faire confiance à de nouvelles choses, c'est comme ça qu'on se blesse. Je lui ai quand même raconté. Peut-être était-ce la façon dont il l'écoutait, tout son corps orienté vers moi, son attention indivise.
Peut-être était-ce la façon dont il posait de vraies questions, celles qui enlevaient les couches, ou peut-être était-ce le silence étrange et impossible qui s'était installé au moment où il s'était assis, comme si le bruit du hall avait été atténué comme la mèche d'une lampe, ne laissant que sa voix et la mienne, et le parfum de cuir et de cèdre de lui. Je lui ai parlé des dettes que mon père cachait derrière des festins somptueux, des lettres de créanciers que j'avais trouvées dans son bureau, des fiançailles de Sophie, arrangées et réarrangées 4 fois, chaque prétendant plus riche que le précédent. Il la vend, ai-je dit doucement, et elle ne le sait même pas. La mâchoire de l'étranger s'est serrée. Et vous, quel est son plan pour vous? J'ai failli rire. Je ne crois pas qu'il en est un. Je ne suis pas assez précieuse pour être vendue. Son expression s'est transformée en quelque chose qui ressemblait presque à de la colère, sauf qu'elle n'était pas dirigée contre moi. Elle était dirigée contre l'architecture de la négligence que j'avais décrite si calmement. Vous vous trompez, a-t-il dit. De beaucoup sur votre valeur, sur votre valeur. Avant que je puisse répondre, la tapisserie a été violemment tirée sur le côté. Mon père se tenait là, rouge de vin et de triomphe, ses cheveux gris clairsemés peignés en arrière, sur un large visage rubicond, arrangé dans son sourire le plus mielleux. Derrière lui se tenait Sophie, radieuse en soie rose, ses boucles dorées captant chaque lueur de bougie. « Ah, vous voilà !» a tonné Julien, ses yeux verts pâles se fixant sur l'étranger. « Votre Majesté, je vous cherchais partout. Ma fille Sophie est si impatiente de vous rencontrer, Votre Majesté. » Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Je me suis tourné vers l'homme à côté de moi. Il n'avait pas bougé, ne s'était pas levé. Il était assis sur le rebord de la fenêtre, avec la même immobilité calme, et ses yeux fauves étaient maintenant fixés sur mon père, avec le genre d'évaluation froide qui fit vaciller le sourire de Julien. Le roi alpha de la Dominion de l'Ouest, Pierre de Beaumont, l'homme dont les armées avaient mis fin aux guerres frontalières en une seule saison. Cet homme était assis à côté de moi, discutant de traités frontaliers et écoutant ma description des dettes de mon père. Mon estomac est tombé au sol. « Votre Majesté !» a continué Julien, désignant Sophie, qui s'est avancée avec une révérence chorégraphiée. Ma fille aînée, le joyau de la maison de Valois. Les yeux noisettes de Sophie ont balayé le roi Alpha avec la juste combinaison de timidité et d'intérêt. « C'est un honneur, Votre Majesté. » Pierre a regardé Sophie, puis Julien. Puis, sans hâte, sans drame, il s'est tourné et m'a regardé. « J'apprécie l'offre, comte Julien, » a-t-il dit. Sa voix portait sans effort. Les gens proches avaient cessé de parler. Ils regardaient, mais je les entendais à peine. Mais j'ai déjà fait mon choix. Il a levé une main et m'a désigné. Je veux celle-là. Le silence qui a envahi le hall était absolu. Un vide qui s'étendait de la tapisserie où j'étais assise, figée avec un livre sur mes genoux, jusqu'au mur du fond où 300 invités se tenaient, leur conversation mourant sur leur langue. Le sourire de Julien s'est effondré, s'est reconstruit, s'est effondré à nouveau. « Marie, Votre Majesté, vous préféreriez sûrement Sophie. Elle est bien plus adaptée à... » Je n'ai pas demandé ce qui est adapté. Le ton de Pierre n'a pas changé. Pas besoin. J'ai dit, j'ai fait mon choix. Il s'est levé. La simple présence de cet homme, l'énergie alpha qui déferlait de ses épaules comme la chaleur d'une forge, a fait faire un pas en arrière involontaire à Julien. Pierre a tendu sa main vers moi. Paume ouverte, ferme. Une offre, pas un ordre. Si vous le voulez bien, a-t-il dit, sa voix baissant pour que seul je puisse l'entendre, j'aimerais continuer notre conversation. J'ai regardé sa main, j'ai regardé le visage stupéfait de mon père, l'expression frappée de Sophie, les 300 pères dieux qui nous regardaient depuis le hall scintillant. J'ai regardé le livre sur mes genoux, et puis j'ai mis ma main dans la sienne. Au moment où nos peaux se sont touchées, le monde est devenu silencieux. Pas le silence politique du hall, pas le souffle retenu de la foule, mais quelque chose de plus profond,
Quelque chose qui a commencé au point de contact et s'est répandu vers l'extérieur comme une ondulation dans l'eau calme. Chaque son s'est adouci et s'est estompé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la sensation de sa main autour de la mienne et le battement régulier de mon propre cœur et ses yeux fauves me regardant comme si j'étais la seule chose réelle dans la pièce. Je ne comprenais pas. Je n'y faisais pas confiance. Mais je me suis accroché. Il m'a conduite à travers le hall où les invités se sont écartés comme l'eau devant la proue d'un navire. Et ils ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre la cour intérieure du domaine où l'air nocturne a frappé mon visage et le ciel était vaste et parsemé d'étoiles. « Vous êtes le roi Alpha » ai-je dit. « Oui. » Vous étiez assis sur mon rebord de fenêtre à discuter de traités frontaliers également. « Oui. » Pourquoi? Parce que vous étiez la personne la plus intéressante dans cette pièce et que je voulais savoir pourquoi vous vous cachiez derrière une tapisserie. Je ne me cachais pas. Marie, la façon dont il a prononcé mon nom m'a arrêté net, pas sec, pas autoritaire, mais avec une révérence. Vous vous cachiez, et je veux savoir qui vous a appris que vous en aviez besoin. Ma gorge s'est serrée. Je fixais cet homme impossible qui m'avait choisi plutôt que ma belle-sœur devant 300 témoins sans hésitation, et j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Quelque chose de vieux et de calcifié. Mon père, ai-je dit. Mon père m'a appris ça. Les yeux de Pierre se sont endurcis. Pas contre moi, pour moi, une fournaise qui s'emballait. Alors il s'est trompé, et je vais m'assurer qu'il le sache. Nous avons parlé jusqu'à ce que les étoiles changent de position. Il m'a fait marcher dans le jardin éclairé par la lune pendant que le sommet se poursuivait sans nous. Nous avons débattu de l'accord de l'épine et de la question de savoir si la 3e édition d'Aldwick était réellement meilleure que la seconde. Il m'a parlé des guerres frontalières, pas la version des livres d'histoire, mais la version qui vivait dans les rides autour de ses yeux et les cicatrices sur ses avant-bras. Je lui ai parlé de ma mère, qui était morte quand j'avais 7 ans, qui m'avait lu tous les soirs, qui avait pressé une main sur ma poitrine et dit « Ton cœur est une bibliothèque, ma petite, et chaque personne que tu aimes est un livre que tu portes en toi. » Je n'avais raconté cette histoire à personne depuis 10 ans. Je lui ai raconté au clair de lune entre 2 rosiers, et quand ma voix a craqué sur le dernier mot, il ne m'a pas touché. Il a simplement attendu, proche et chaud et stable, jusqu'à ce que je retrouve mon chemin. « Je dois vous dire quelque chose, » ai-je dit. « Je ne suis pas ce que mon père essaiera de vous vendre. Je suis une femme qui lit trop et argumente trop fort et a de l'encre sur les mains plus souvent qu'autrement. Si vous cherchez un ornement, vous avez choisi la mauvaise fille. Je ne cherche pas un ornement. » Le clair de lune a attrapé ses yeux et les a transformés en or liquide. Je cherche quelqu'un qui peut me dire la vérité même quand c'est gênant, même quand c'est à propos de votre propre royaume. Surtout alors. Il s'est approché, sans me toucher, mais assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, sentir le cèdre et le cuir, voir la façon dont ses pupilles s'étaient dilatées dans le noir jusqu'à ce que ses yeux soient presque noirs. J'ai eu des conseillers et des alliés et des gens qui me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre toute ma vie. Il a dit. J'étais assis dans ce hall ce soir et j'ai regardé 300 personnes se produire pour moi. Et puis je vous ai vu derrière une tapisserie, lisant sur la dispute frontalière même que j'étais venu résoudre. Vous m'avez regardé et vous ne vous êtes pas produite. Vous avez juste parlé à moi comme si j'étais une personne. Vous êtes une personne. Vous seriez surprise de voir combien peu de gens s'en souviennent. Le calme s'est de nouveau installé entre nous. Cette immobilité profonde et impossible qui avait tout à voir avec l'espace qu'il créait quand il était prêt. Je voulais le toucher. La pensée a surgi, non sollicitée, et a refusé de me quitter. Je voulais ressentir à nouveau cette immobilité, celle qui ressemblait moins à du silence qu'à un retour à la maison. Je n'ai pas tendu la main vers lui. Pas encore. C'était trop rapide, trop étrange, trop pour une femme qui avait passé sa vie entière à croire
Quel était le mauvais choix? Mais je le voulais. Moment, ici, je dois faire une pause. Ça, toute cette situation, ce roi alpha qui débarque et me choisit, moi, Marie, celle qui est toujours dans l'ombre, c'était vraiment absurde. Je veux dire, on est d'accord, non? Un souverain d'une puissance incroyable qui déclare vouloir la fille qu'on a toujours ignorée, la fille qui lit des traités au lieu de faire la conversation, la fille qui porte des robes pratiques et dont la seule compétence est de gérer des comptes et de lire des vieux bouquins. Dans ma petite province, on aurait dit que le soleil lui était monté à la tête. C'était trop beau pour être vrai, trop romanesque pour une vie comme la mienne, faite de chiffres et de poussière. Est-ce que c'était une sorte de blague? Une façon de tester mon père? Je n'en avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que ma vie, telle que je la connaissais, venait de voler en éclats. Et je n'étais même pas sûr de vouloir ramasser les morceaux. Ça faisait peur, terriblement peur, mais ça piquait aussi ma curiosité, ce qui était peut-être encore plus effrayant. Fin de la digression. Reprenons. L'empoisonnement est survenu 3 jours plus tard. J'étais dans la bibliothèque quand la note est arrivée. Glissée sous la porte sur un parchemin si fin qu'il était presque translucide, écrite d'une main que je ne reconnaissais pas. Il a été empoisonné à la grande ortie du diable, dans le vin il y a 2 heures. La grande ortie du diable. Je connaissais cette plante, rare et spécifique et mortelle, si elle n'était pas traitée dans les 4 heures. Elle mimait d'abord l'épuisement, puis la faiblesse musculaire, puis l'insuffisance respiratoire. Une mort silencieuse. J'ai couru. J'ai trouvé Pierre dans les appartements des invités, assis à un bureau d'écriture, une main appuyée sur la surface d'une manière qui paraissait désinvolte, mais ne l'était pas. Son visage était pâle, pas radicalement, mais j'avais passé 3 jours à mémoriser ses traits, et la différence était là, une teinte grisâtre sous sa peau, une crispation autour de sa bouche. « Vous avez été empoisonné », ai-je dit, fermant la porte derrière moi. J'ai traversé la pièce et lui ai pris le visage dans les 2 mains, vérifiant ses pupilles. Dilatées, l'ortie du diable dans le vin. Si je ne trouve pas l'antidote dans les 2 prochaines heures, votre cœur s'arrêtera. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas de la peur, de la confiance. « Dites-moi ce dont vous avez besoin », a-t-il dit. J'ai trouvé les ingrédients dans les réserves de l'apothicaire du domaine. Racines d'épilobe, écorce de prunellier, graisse fondue d'un pressoir à suif. La combinaison était obscure, enfouie dans un texte si ancien que les pages s'effritaient lorsque je l'avais lu 4 ans plus tôt. Mais je me souvenais toujours. J'ai fait bouillir le tout sur le feu dans ses quartiers pendant que son garde montait la garde à la porte, la main sur son épée. Pierre l'a bu sans se plaindre. Son expression quand la mixture a touché sa langue a confirmé ce que la recette décrivait comme punissant. « C'est horrible », a-t-il dit. « Ça vous sauve la vie. Buvez tout. » Il a tout bu. Puis il m'a regardé, la couleur revenant déjà sur son visage et cette concentration aiguë s'accentuant davantage dans ses yeux. « Vous m'avez sauvé la vie. »« J'ai lu le bon livre. » Je tremblais. Je l'ai réalisé distraitement. La façon dont on réalise quelque chose à propos de son corps après que la crise s'est passée. Mes mains tremblaient et ma poitrine était serrée. Et il y avait des larmes qui me pressaient derrière les yeux que je refusais de laisser tomber parce que je n'avais pas pleuré depuis que j'avais 12 ans. Et mon père m'avait dit que les larmes étaient une perte de son temps. Marie, sa main a trouvé la mienne. Le calme est revenu. La duchesse, le feu, le garde à la porte, tout a disparu et il n'y avait plus que sa paume chaude contre mes doigts froids et tremblants. Respirez, a-t-il respiré. Les tremblements n'ont ralenti. Je sais qui a fait ça, ai-je murmuré. Qui? Mon père. J'ai regardé les mots atterrir. J'ai regardé son expression devenir très immobile. Il ne peut pas m'épouser à vous et garder l'alliance qu'il a promise au seigneur de Greymont. Si vous mourrez ici, il blâmera un territoire rival
et utilisera l'indignation pour former un pacte militaire. Le pouvoir sans renoncer à une fille. Vous avez compris ça tout à l'heure. J'ai compris ça il y a 1 heure. J'ai fait les calculs tout en mélangeant votre antidote. Pierre m'a fixé, puis le coin de sa bouche s'est levé. Pas un sourire, quelque chose de plus féroce. Vous êtes extraordinaire. Je suis en colère. Ce n'est pas incompatible. J'ai retiré ma main. Je veux le confronter. Il a essayé de vous tuer dans sa propre maison et il aurait réussi parce qu'il n'a pas pris en compte la possibilité que sa fille invisible est assez lue pour sauver l'homme le plus puissant du continent. Je ne tremblais plus. Je brûlais. Je veux qu'il me regarde pour la première fois en 20 ans. Pierre a soutenu mon regard, puis il s'est levé. Alors nous le ferons ensemble. Sophie, pour sa part, je me suis souvent demandé ce qu'elle ressentait. J'ai essayé d'imaginer la scène de son point de vue quand mon père a été conduit hors du hall. Elle avait toujours été la fille préférée, celle qu'on plaçait en vitrine. Pour elle, le monde avait toujours été simple, réglé par les apparences et les attentes. Voir notre père, son protecteur, son garant de la perfection, s'effondrer devant tout le monde, accusé par moi, sa sœur invisible. Ça devait être un choc immense. J'imagine le sol s'ouvrir sous ses pieds, toutes les certitudes s'envoler. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie, non pas par moi, mais par le mensonge sur lequel toute sa vie était bâtie. Elle avait sans doute du mal à réconcilier l'image de notre père qu'elle avait toujours eue avec celle d'un homme capable d'un tel acte. J'imagine ses pensées tourbillonnantes, le désarroi total, la honte peut-être. Pour elle, c'était le début d'une remise en question profonde, une explosion qui ébranlait tout. Mon père a été conduit hors du hall. Il est parti sans résistance, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à des théâtralités, des accusations, une dernière représentation. Mais quand il est passé devant moi, quand il a marché à portée de main de la fille qu'il avait ignorée pendant 2 décennies, il s'est arrêté. Il m'a regardé, vraiment regardé, comme je l'avais souhaité toute ma vie. Son expression n'était pas fière. Elle était stupéfaite, comme s'il avait ouvert un tiroir, s'attendant à ne rien trouver, et avait découvert une lame à la place. Puis il est parti, et le hall est devenu silencieux, et j'étais là, seul au bout d'une longue table pleine d'étrangers ébahis, et j'ai senti le feu s'éteindre en moi, ne laissant rien d'autre qu'une douleur creuse dans mes côtes. Une main s'est posée sur le bas de mon dos. Je savais que c'était lui avant de me retourner. Je savais parce que le calme était revenu. Ce silence profond et impossible qui engloutissait chaque bruit et ne laissait que la chaleur de sa paume et le son de ma propre respiration. J'ai fermé les yeux et je me suis appuyé sur lui. « Vous avez été magnifique », a dit Pierre, assez bas pour que seul je l'entende. J'étais terrifié. Ce n'est pas non plus incompatible. Sa main a glissé jusqu'à ma taille et m'a doucement tourné jusqu'à ce que je sois face à lui. Et le regard dans ses yeux fauves était si doux, si insupportablement doux, que le mur à l'intérieur de ma poitrine ne s'est pas fissuré. Il s'est dissous. « Je dois vous faire savoir quelque chose, a-t-il dit. Je ne vous ai pas choisi pour prouver quoi que ce soit. Je ne vous ai pas choisi parce que vous m'avez sauvé la vie. Je vous ai choisi parce que vous lisiez derrière une tapisserie et que vous m'avez regardé et j'ai senti le monde entier se taire. Ma respiration s'est coupée. C'est ça le lien, ai-je murmuré. N'est-ce pas? Oui, sa voix était rauque. Je l'ai ressenti au moment où je vous ai vu, et j'attendrai aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je serai patient. Je ne vous presserai pas ou... Je l'ai embrassé. Je me suis levé sur la pointe des pieds et mes mains ont trouvé le devant de sa tunique grise anthracite et je l'ai attiré vers moi. Et au moment où nos lèvres se sont rencontrées, le monde ne s'est pas contenté de se taire. Il s'est arrêté. Chaque son, chaque souffle, tout était suspendu, ne laissant rien d'autre que la chaleur et la pression et le goût de lui, cèdre et fumée, et quelque chose de doux en dessous. Et la sensation de ses mains, l'une sur ma taille et l'autre berçant l'arrière de ma tête,
comme si j'étais la chose la plus précieuse qu'il ait jamais tenue. Le lien a flamboyé, pas doré, pas brillant, mais profond. Un puits de silence qui s'est ouvert sous nous et a englouti tout ce qui n'était pas ceci, qui n'était pas nous. Quand je me suis retiré, ses yeux étaient fermés, son front s'était posé sur le mien et sa respiration était irrégulière, et sa main tremblait contre mes cheveux. Vous disiez quelque chose, ai-je murmuré, à propos d'être patient. Il a fait un son qui était presque un rire. Je suis en train de réviser mon calendrier. 2 mois plus tard, j'étais assise dans la bibliothèque royale de la citadelle de Beaumont, entouré de plus de livres que je n'en avais jamais vus de ma vie. La bibliothèque était haute de 3 étages avec des escaliers en colimaçon en fer sombre et des étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond voûté. Et chaque matin, quand je franchissais les doubles portes et que je sentais l'encre, le parchemin et le vieux cuir, je devais m'arrêter et rester immobile, car cela ne me semblait toujours pas réel. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, mes pensées vagabondaient vers des souvenirs d'enfance, bien avant que mon père ne soit juste le comte Julien et moi, la fille invisible. Je me souvenais de ma mère, ses mains douces et sa voix qui me lisait des histoires près du feu. Elle avait cette habitude de dire que l'esprit humain est comme un grand fleuve, qu'il faut toujours laisser couler, même dans les moments les plus arides. J'ai l'impression d'avoir toujours écouté ce conseil, même sans y penser. Ces moments de calme, de lecture solitaire, d'absorption dans un monde de papier ont été mes petites îles de survie. Sans elles, je ne serais pas ici, c'est certain. Je ne serais qu'une autre silhouette floue dans la grande galerie des dames bien élevées, oubliée avant même d'avoir été remarquée. C'est étrange de penser que ce qui était ma cachette est maintenant ma force. Qui aurait cru? Je lisais une première édition d'Aldwick, annotée à la main par l'auteur lui-même, quand Pierre m'a trouvé. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns cendrés foncés légèrement humides après son entraînement, une coupure superficielle sur son avant-bras, qu'il n'avait visiblement pas pensé, et une expression réservée exclusivement pour moi, douce sans hâte, le regard d'un homme qui avait trouvé la chose qu'il ne savait pas chercher. « Vous avez manqué la session du conseil », a-t-il dit en s'appuyant contre le montant de la porte. « La proposition de votre ministre du Trésor était mathématiquement indéfendable. » J'ai rédigé une contre-analyse. J'ai désigné la pile de papier sur le bureau. La page 4 contient les projections corrigées. Il a pris les papiers, ses sourcils se sont levés. Vous avez restructuré tout le cadre fiscal territorial. Il fallait le restructurer. En une matinée, j'avais 3 heures. J'ai été approfondi. Il a posé les papiers et s'est avancé vers moi. Et quand il s'est penché sur le dossier de ma chaise et a pressé sa bouche contre ma tempe, le monde est devenu silencieux. Ce beau silence sans fond que j'avais appris n'était pas l'absence de son, mais la présence d'appartenance, d'être connu, d'être choisi, non pas malgré qui j'étais, mais à cause de cela, par un homme qui était entré dans une pièce pleine d'étrangers scintillants et avait trouvé la femme lisant dans le coin, et avait décidé dans ce premier moment stable que c'était elle. « Je t'aime », a-t-il dit contre mes cheveux. J'ai tourné la tête et j'ai capturé sa bouche avec la mienne. Doux et bref et plein de chaleur. Je sais, c'est dans les données. Il a ri, un vrai rire, plein et sans retenue, le genre que j'apprenais encore à faire sortir de lui. Je collectionnais ses rires, et rangeais comme je rangeais les citations des livres. « Votre sœur a écrit de nouveau », a-t-il dit en s'installant sur la chaise en face de moi. « Elle veut venir. » J'ai dit oui. J'ai fermé le texte d'Aldwick sur mon doigt et je l'ai regardé. C'est ma sœur, elle apprend, et les gens méritent une chance de voir clair, même si cela leur prend plus de temps qu'il ne le faudrait. Vous parlez de plus que Sophie. Je parle de tout le monde, y compris moi. Vous m'avez vu clairement avant que je puisse me voir moi-même. Je suis encore en train de rattraper mon retard. Il a traversé l'espace entre nos chaises et a pris ma main. Le calme est tombé autour de nous comme un rideau,
et en lui, je pouvais sentir les battements de son cœur à travers sa paume, régulier, fort, le mien. Prenez votre temps, a-t-il dit. Je ne vais nulle part. Dehors, par les fenêtres de la bibliothèque, la lumière du soleil d'automne tombait en longs rayons dorés sur le sol, et les livres se dressaient autour de nous comme des murs d'un autre genre. Pas le genre qui vous garde caché, mais le genre qui contient le monde entier, attendant d'être ouvert. Quelque part en dessous, je pouvais entendre le bruit lointain de la citadelle qui s'animait. Des bottes sur la pierre, des voix portant à travers la cour, le rythme d'un royaume qui était, d'une manière ou d'une autre, et de façon impossible, devenu le mien aussi. Et aujourd'hui, vraiment, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de vous tenir là, après des années d'invisibilité, et de tout déballer? Je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Et surtout, rien n'est définitif. Mais c'est la mienne, cette vie. Et pour la première fois, ça me